Bonjour à tous, bienvenue sur Franc Parler, l'émission où les invités n'ont pas la langue dans leur poche. Aujourd'hui, nous accueillons Rodolphe Carr. Rodolphe, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, tu es journaliste à Éléments et contributeur pour Omerta. Tu as écrit plusieurs ouvrages. Et aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le dernier. Donc, Mélenchon, le bruit et la fureur, portrait au pluriel d'un révolutionnaire. D'abord, je voudrais aborder, disons, la phase préparatoire de l'ouvrage. Tu as réalisé précédemment un portrait, pas au pluriel d'ailleurs, de Louis Sarkozy, donc le fils de Nicolas Sarkozy. Et dans un autre registre, tu avais aussi réalisé une biographie de Georges Sorel. Je crois déceler chez toi une propension à aimer la biographie que je qualifierais d'analytique, c'est-à-dire que tu ne t'intéresses pas vraiment à la chronologie de leur existence, mais plutôt à ce qui les a, à leur moteur, à la force motrice qui a conduit leur existence. Est-ce que je me trompe ou est-ce que... Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus parce que les portraits des personnages, des penseurs, tu as mentionné Georges Sorel, ça nous donne quand même souvent une bonne indication de l'époque. Georges Sorel, bien évidemment, c'est plutôt dans la dimension des idées politiques. Il y a par exemple des personnages, ou en tout cas des intellectuels comme Julien Freund, qui revenaient souvent sur Georges Sorel. Et Georges Sorel m'avait, intéressé pour plusieurs raisons. Parce que c'était quelqu'un qui était à cheval sur plusieurs courants politiques, et aussi sur une période qui est à mon avis charnière pour comprendre les nations européennes, ou en tout cas une partie de l'histoire européenne du XXe siècle, qui est vraiment ce 19e siècle, ou en tout cas la fin du 19e siècle, où là on voit qu'il y a vraiment des transformations profondes dans les sociétés européennes. Et ensuite, oui, j'ai commis ce petit essai sur Louis Sarkozy, alors qu'est un épiphénomène par rapport au penseur qu'est Georges Sorel et à l'homme politique Mélenchon, qui sévit, pourrait-on dire, depuis des décennies. Mais Louis Sarkozy m'a intéressé parce que ça nous donnait aussi une température de l'époque. Et je me souviens, justement, quand je l'ai proposé à certaines maisons d'édition, euh, certaines m'ont répondu que dans 6 mois, on n'entendrait plus parler. Et puis au final, on voit que le petit Sarkozy fait son trou, creuse son sillon, et que, à mon avis, on va l'avoir pendant encore quelques années. On va voir par rapport à son succès ou non à la mairie de Menton, mais on voit que c'est quand même quelqu'un qui commence à s'installer, en tout cas dans les médias. Et donc aussi cette personnalité de Mélenchon, parce que vraiment les choses qui m'ont poussé à écrire sur Mélenchon, c'est que, souvent les livres qui sont écrits, ou en tout cas une partie des articles qui sont écrits sur Mélenchon, je les trouve souvent un peu pas superficiel, c'est un mot qui est un peu difficile, mais je pensais qu'il fallait quand même aller un peu au-delà. Souvent, la présentation classique qu'on fait de Jean-Luc Mélenchon, on va dire oui, c'est un orateur de génie, ce qui est vrai, c'est quelqu'un qui connaît son histoire, oui, on le sait, et puis on s'arrête un peu là, ou alors on va mentionner les fameux changements dits sur sa ligne, où on dit, bah, voyez, il y a 15 ans, sur le plateau de On n'est pas couché de Laurent Ruquier, bah, il qualifiait les femmes qui portent la burqa de fantômes. Et puis aujourd'hui, ah là là, on le voit donc en tout cas dans un positionnement électoraliste pro-musulman. Bon d'accord, une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a pas dit grand-chose. C'est pour ça que j'ai essayé de me plonger dans tous ses livres, j'ai lu quasiment tous ses livres, j'ai beaucoup lu aussi son blog, c'est quelqu'un qui tient un blog depuis des années, ses articles et aussi ses nombreuses interventions dans les radios, dans les télévisions et aussi dans l'aspect numérique. Peut-être qu'on pourra revenir sur cette dimension, mais je pense que Mélenchon est aussi, un exemple de cette avance qu'a pris une partie de la gauche sur la droite dans le développement numérique, dans le développement de la bataille culturelle dans d'autres domaines, pourrait-on dire. Et puis après, moi j'ai un petit peu d'orgueil, j'espère bien placé. Et tu sais, il y a souvent Geoffroy de la Gannerie, le sociologue bien connu, qui disait qu'à droite on ne pense pas, on est paresseux, on réagit purement par affect négatif. Et ben non, à droite on pense, à droite on s'intéresse surtout à ce que les autres pensent. Donc c'est aussi une des motivations qui m'a poussé à écrire ce livre. Et enfin, peut-être la dernière des motivations, c'est que je me suis dit, les historiens futurs, quand ils reviendront sur notre époque et sur les décennies d'avant de la politique, eh ben, il n'empêche, le cas Mélenchon est une bande témoin de l'époque. Parce que Mélenchon est aussi une métamorphose d'une certaine gauche qui est, à mon avis, intéressante à analyser. Avant de plonger dans le détail de Mélenchon, sa vie sans œuvre, je voudrais revenir sur Louis Sarkozy. De quoi est-ce que Louis Sarkozy est le témoin? De quoi est-il le symbole? De quoi est-il, disons, l'écume? Est-ce que tu penses que Louis Sarkozy et Mélenchon, finalement,
se répondent, dans le sens où ce sont deux figures, disons, archétypales de deux mouvements différents, de deux mouvements politiques différents qui agitent la France, mouvement au sens large, hein, pas au sens partisan, ou est-ce que Louis Sarkozy est une énième tête du centre droit avec un Édouard Philippe, avec un Gérald Darmanin À mon avis, tu mentionnes le mot qu'il faut pour les décrire, les archétypes. C'est vrai que les deux sont une image opposée, bien sûr, de la vie politique française actuelle. Pour reprendre la figure de Louis Sarkozy, je reviens sur, comment dire, sur son origine, mais son origine familiale. Dans le livre, je reviens sur le parcours de son père, comme par hasard, qui revient aussi beaucoup dans l'actualité. Je reviens sur sa famille, sa mère, Cécilia Attias, sa belle-mère, Carla Bruni. Je ne vais pas revenir sur les déclarations qu'elles ont énumérées, on les connaît maintenant, notamment sur le peuple français. Cécilia Attias se vantait de ne pas avoir une seule goutte de sang français. Carla Bruni, en tout cas ce que nous en a dit Patrick Buisson, voulait régénérer le vieux sang pourri des Français. C'est quand même un bain culturel assez spécial dans lequel a grandi Louis Sarkozy. Il a aussi la double nationalité américaine. Il a fait ses classes aux États-Unis dans un lycée militaire. Et là aussi, il y avait une certaine continuité intéressante avec le père, parce que le père, je reviens aussi, par exemple, sur la fuite des Wikileaks. Les Wikileaks, c'était la fuite comme ça de toute une partie du renseignement américain. Et on s'était rendu compte que les États-Unis avaient misé sur le candidat Sarkozy avant l'élection de 2007. En tout cas, c'était leur candidat. Mais on l'appelait l'américain d'ailleurs. On l'appelait l'américain, tu as tout à fait raison. Et de voir donc cette continuité avec le fils qui allait faire ses études aux États-Unis. C'est pour ça que je disais, de manière un peu provocante dans le livre, que le gamin avait accompli le rêve du père, c'est-à-dire de devenir américain. Mais j'ai envie de dire, comme toutes les élites européennes, qu'on se tropisme atlantiste vers les États-Unis. Et ensuite, Louis Sarkozy, à mon avis, il est vraiment intéressant pour deux choses. Premièrement, on va aller plutôt dans le fond. Je pense qu'aujourd'hui, au sein de la droite, dans les mouvements dits nationaux en Europe, on a deux lignes qui commencent à s'opposer, entre d'un côté les libéraux conservateurs, où je rangerais Louis Sarkozy, et de l'autre les nationalistes un peu plus souverainistes, un peu plus, comment dire, préoccupés de la question identitaire. Et d'ailleurs, je reviens aussi sur l'exemple américain, parce qu'aujourd'hui on voit, en tout cas pour la droite, que le laboratoire politique de la droite, il est aux États-Unis. Et on a vu, et on voit d'ailleurs que c'est une chose qui est en train, comment dire, de prendre de plus en plus d'importance, une fracture au sein du camp MAGA. Sur la géopolitique, le cas d'Israël, c'est intéressant de voir les lignes de fracture, notamment avec des influenceurs comme Tucker Carlson, Fuentes, après la mort et l'assassinat de Charlie Kirk. On voit qu'il y a vraiment une lutte, alors que c'était plutôt avant un sujet de relatif consensus, en tout cas à droite. Et là aussi, où il y a une chose intéressante à analyser, c'est le cas des fameux visas H1B. C'est des visas d'immigration légale, où en fait on a toute une partie de la Silicon Valley, dont une partie qui s'est ralliée au camp MAGA pour la deuxième élection de Trump, qui appuie pour avoir cette immigration légale d'ingénieurs plutôt indiens, qui sont aujourd'hui des ingénieurs de très bon niveau, d'un niveau équivalent aux ingénieurs européens. Moi qui ai fait une année d'études à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, les premières places étaient trustées aussi par les étudiants iraniens, c'est assez intéressant, mais aussi beaucoup par les Maghrébins, notamment les Marocains par exemple, et on retrouvait les Chinois et aussi donc les Indiens. Et on voit qu'une partie en tout cas, pas de l'État profond, mais en tout cas du monde capitaliste américain, notamment des techs, veut faire venir cet immigré. Et là par contre on a eu une rencontre frontale entre une partie de l'électorat MAGA, peut-être un peu plus populaire, plus identitaire, qui a dit non, nous, même cette immigration légale, on ne l'en veut pas. Et on voit que sur la question des visas, Trump fait des revirements tous les 6 mois. Au début, il s'était montré pour, après il a été relativement opposé, où il avait monté justement les droits pour obtenir ces visas très haut. Et maintenant, il a dit qu'il fallait faire venir toute une partie d'ingénieurs chinois. Donc c'est intéressant de voir ces oppositions. Et je pense... Alors, en Europe, on est dans un mouvement de reconquête de la bataille culturelle par la droite. Donc, il y a une offensive générale qui fait qu'on s'oppose contre la gauche tous ensemble. C'est drôle, c'est un peu comme dans les années 70-80, comme par exemple, toutes les droites ont été obligées un peu de se rassembler contre le communisme.
Mais par contre, on se rend compte qu'une droite libérale, une droite souverainiste, une droite identitaire, il y a mine de rien, il y a souvent des sujets de conflit. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver, je pense, dans les années à venir à droite, et j'essaie de l'appréhender à travers la figure de Louis Sarkozy. Et pour finir avec Louis Sarkozy, là, par contre, dans une temporalité beaucoup plus précise, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on fait notre entretien en 2025, fin 2025, le bloc central est dans l'incapacité de faire émerger une figure pour concurrencer d'un côté Marine Le Pen, ou en tout cas le RN, on verra si elle peut se présenter, et de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon. Et là, on retombe un peu sur notre sujet. On a un éclatement total du bloc central. Alors pour moi, le bloc central, je le fais débuter de Marine Tondelier jusqu'à Retailleau. Même si on sait que les bords, peut-être qu'ils basculeront, mais je pense que ça restera dans ce côté-là. En tout cas, on voit que vraiment, du côté du flotteur droit du bloc central, il y a une incapacité aujourd'hui de faire émerger une figure qui pourrait concurrencer Marine Le Pen ou en tout cas le RN. Ça a été la tentative avec Retailleau en fait. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la famille Sarkozy, on sous-estime le poids de la famille Sarkozy encore, on va dire dans l'arrière-cour, dans la cuisine de la politique française à droite. Nicolas Sarkozy a des réseaux encore très installés. Je reviens par exemple sur l'ascension aussi de Louis Sarkozy, où on voit que directement il a eu des ponts d'or, pas financiers, mais directement il a eu une chronique sur LCI, détenue par son parrain de baptême, Martin Bouygues. Il est devenu éditorialiste chez Valeurs Actuelles. Intéressant d'ailleurs, la nouvelle, quand Valeurs Actuelles a sorti sa nouvelle version en ligne de mire, je vous le donne, la couverture c'était Bruno Retailleau, et on annonçait le nouvel éditorialiste en chef qui était Louis Sarkozy, comme par hasard. On retrouve aussi Louis Sarkozy, par exemple, qui tient un podcast avec un média belge qui s'intitule 21 News. Et il a eu un entretien avec Bruno Retailleau, mais aussi avec Javier Milei. Donc on voit vraiment qu'il tisse sa toile petit à petit. Il a aussi une émission de débat avec Raquel Garrido. Donc on voit vraiment une installation. Et on le sait, quand on est journaliste de droite, pour avoir une mise en avant si jeune, si on n'est pas appuyé derrière, c'est quasiment impossible. Donc on voit que vraiment, il prend aujourd'hui une place dans cette toile politique. Et là où c'est intéressant, c'est que si Louis Sarkozy a misé sur Bruno Retailleau, c'est son porte-flingue quelque part, le père, Nicolas, lui a misé plutôt sur Darmanin. Dans son dernier livre, Le temps des tempêtes, en 2023, par exemple, il fait l'éloge de Darmanin en disant que c'est une figure potentielle. Et donc on en arrive avec ce bloc central qui est en train d'exploser, notamment à droite. On est dans l'incapacité de faire monter une figure qui puisse faire le contrepoids au RN. Et dans mon livre, je reviens rapidement sur une déclaration d'Aquilino Morel. Aquilino Morel qui était le conseiller politique de François Hollande. Et Aquilino Morel, il faut aller écouter ces gens-là, parce que les conseillers politiques, qui sont souvent quand même des bons indicateurs de l'époque, disaient que demain, si le bloc central veut se maintenir, il faut faire émerger une figure néo-sarkozyste. Le mot est assez intéressant parce qu'en 2007, c'est le seul moment où l'irrésistible montée en puissance du RN a été ralentie avec l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, avec la ligne Buisson qu'on connaît bien, etc. Et donc il disait qu'il fallait faire monter une figure néo-sarkozyste. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que tous les soufflets qui sont essayés de faire rechutent. Tu l'as très bien dit, Bruno Retailleau ne monte pas. Édouard Philippe, la sauce ne prend pas non plus. On voit même qu'il y a eu une certaine déconfiture après les déclarations assez dures qu'il a eues contre Emmanuel Macron. Ça a été mal reçu par une partie de l'électorat de droite. Darmanin aussi, il n'y a pas d'effet. Alors on teste des figures comme Thibault de Montbrial, par exemple, mais on voit que ça ne prend absolument pas. Et je pense même que là, on essaie de nous recréer aussi quelque chose autour de la figure de Nicolas Sarkozy, parce qu'on voit qu'on est vraiment à court de munitions. Le martyr du flotteur droit du centre. Où on voit qu'il y a vraiment un récit qui est construit autour. Moi, je rigole souvent en disant qu'on va essayer de nous faire les 100 jours de Napoléon Sarkozy, justement avec sa sortie de prison. Donc on voit quand même que le bloc central commence à être un peu affolé, justement, alors de faire émerger cette figure qui pourrait concurrencer le Rassemblement national. Et donc Louis Sarkozy, peut-être nouvelle égérie du bloc central. Est-ce que tu le très américanophile, mais qui ne pourra pas devenir président des États-Unis parce qu'il n'est pas né aux États-Unis, donc à défaut il se rabat sur la France. Donc qu'est-ce qui se passerait, Louis Sarkozy, président de la République? Est-ce que nous demanderons notre adhésion à l'Union des États d'Amérique en tant que 51e État? Alors oui, là aussi, fait intéressant.
Louis Sarkozy, comment dire, s'est dissocié de son Trumpisme. C'est vrai qu'il a été très défenseur du Trumpisme au moment de la, de la présidentielle américaine. Donc Il y quand a- il vivait encore aux États-Unis à ce moment-là. Ouais. Exactement, exactement. Quand il commençait à venir en France pour faire les plateaux avec LCI, etc. Et là, on voit que par contre, il y avait une ligne de fracture, c'était sur l'Ukraine et la Russie. Euh, Louis Sarkozy a pris une position relativement pro-ukrainienne qui le différenciait un petit peu de son père. Son père était toujours resté un peu plus nuancé sur la question. Je ne le placerai absolument pas comme un pro-russe, mais en tout cas, il était resté un peu plus nuancé, ou en tout cas, il disait un jour ou l'autre, il faudra quand même renouer un dialogue avec les Russes. Ce qui est une position, somme toute, assez normale, je trouve. Et on voit que sur ce sujet, Louis Sarkozy prenait une position un peu diverse, largement plus pro-ukrainienne. Donc il donne des gages aussi, là aussi, à mon avis, à un certain système, en tout cas. Bon, vous voyez, ouais, que sur cette opposition, il essaie de se placer. Et il y a il y a eu aussi un off qui est sorti. C'est marrant que tu poses cette question. Il avait dit aujourd'hui maire de Menton, demain ministre de Bruno Retailleau et après-demain président de la République. Et je trouve que ça montre bien aussi le chemin politique qu'il va essayer de suivre dans les années à venir, même si, comme je te l'ai dit, je pense que cette voie libérale conservatrice va vite montrer ses signes de faiblesse. Aujourd'hui, à mon avis, le peuple français, même si c'est un mot qui est relativement vague, a quand même une volonté de rupture, qui n'est pas une équivalence à une volonté de violence, qu'on se comprenne bien, mais en tout cas d'avoir une vraie politique de rupture. Et on voit que le second mandat de Trump a été aussi une volonté de rupture avec une désignation très claire d'un État profond au sens large, mais avec d'un côté les juges, de l'autre côté les médias, et avec au centre les élus démocrates et une partie de l'État profond et des forces économiques. Et je vois, ou en tout cas je pense qu'en Europe, cette ligne médiane libérale conservatrice qui électorale peut peut-être se présenter comme la ligne gagnante, sur les années s'épuisera très vite. Je pense aujourd'hui qu'on revient dans un moment populiste, comme en 2017, avec, comment dire, une certaine transformation, notamment sur les questions identitaires. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut insister dans les années à venir sur un populisme plus enraciné, plus patriote et pourquoi pas plus souverainiste. En tout cas, je le pense. Parce qu'on verra très vite que les questions, en tout cas si on s'intéresse à la question énergétique, à la question de l'immigration, à la question géopolitique, on sera obligé d'avoir une ligne divergente, en tout cas en contradiction avec une grande partie de l'Union européenne. Donc à mon avis, c'est le logiciel qu'il faut promouvoir, en tout cas à droite, et on voit que ce logiciel, il n'est absolument pas promu par exemple par Louis Sarkozy. Revenons donc à l'éléphant dans la pièce, puisque on a parlé beaucoup de la souris Louis Sarkozy, mais parlons un peu plus de l'éléphant Mélenchon. Moi, je dirais que je le qualifierais de prophète aux mille visages. On va suivre une petite ligne chronologique et puis après on ira sur le fond. Tu insistes beaucoup, et en fait lui-même insiste beaucoup, sur son enfance en Afrique du Nord, à Tanger. Est-ce que selon toi, cette enfance, disons, au pays de Cocagne, puisque c'est comme ça qu'il le présente, Exactement. est l'axiome psychologique du tribun Mélenchon? Oui, oui, c'est vraiment un moment important pour lui. C'est la fameuse phrase de Peggy, tout est joué avant qu'on ait 12 ans. Parce que Euh, quand il est rapatrié, même si pour lui c'est pas un rapatriement probablement, il montre un mépris, voire une haine envers ces Français qui, eux, n'ont pas été en Afrique du Nord. oui, tu as tout à fait raison. Petit rappel biographique pour nos téléspectateurs. Il est né en 1951 à Tanger. En 1962, il ne sera pas rapatrié, mais en tout cas, il ira sur le territoire historique français, l'Hexagone, et il atterrit en Normandie. Et pour lui, c'est vraiment un vrai bouleversement. Alors, D'ailleurs, précision, oui, Tanger n'est pas sous protectorat français, mais sous exactement. Oui. protectorat espagnol. Alors lui, c'est vrai que dans ses entretiens, et là-dessus, il peut être honnête, somme toute, je reconnais une certaine honnêteté. Tu l'as très bien dit, il vend le Maroc dans son enfance comme un pays de cocagne, comme un monde multiculturel, de brassage de culture où tout le monde se respecte, un peu enjolivé, comme ça. Et c'est vrai que pour lui, quand il arrive en Normandie, c'est, comment dire, une vraie fracture émotionnelle et psychologique. Pareil, c'est pas moi qui fais un cas ou une analyse.
j'ai repris dans le livre, comment dire, des témoignages de ses compagnons du lycée, ou en tout cas de ses compagnons quand il fait partie de l'organisation communiste internationaliste et qu'il est trotskiste. Et ces gens-là reviennent à quel point, enfin sur ce point en disant que c'est vraiment une rupture. Euh, Ils trouvent les petits Normands de l'époque sales, grossiers, il les qualifie quasiment de cutéreux. Même lui revient souvent sur les insultes qu'il aurait subies, et là aussi on peut le croire, après tout, de ses petits camarades qui le traitent, je le cite pour le coup, de bougnoul ou de bico. Et là il l'a vraiment dit sur le plateau de On n'est pas couché de Laurent Ruquier. Donc pour lui c'est un vrai traumatisme. Aujourd'hui, on sent bien sûr qu'il s'en sert, et c'est pour ça que lui se considère comme un immigré de Franche-Comté. Franche-Comté, pourquoi Franche-Comté alors qu'il atterrit en Normandie? Parce qu'ensuite il va faire ses études à Lons-le-Saunier, donc en Franche-Comté. Et par exemple, quand il prend le modèle de la ville comme Paris, il dit bah, moi, quand j'ai débarqué dans la capitale, ou en tout cas en Ile-de-France, j'étais un immigré de Franche-Comté. Mais tout de suite, là où c'est intéressant, c'est que. C'est très barétien. Voilà, on est dans les déracinés, ces petits Lorrains qu'on arrache à la patrie charnelle, sauf que lui, sa patrie charnelle, elle n'est pas en Normandie ni en Franche-Comté, mais au Maroc. Là aussi, c'est une certaine indication. Et donc, il qualifie, bah, moi, quand je suis arrivé dans la capitale ou en Ile-de-France, j'étais un immigré de Franche-Comté, mais comme à côté de moi, j'avais des immigrés corses, des immigrés provençaux, des immigrés savoisiens, mais aussi des immigrés algériens, marocains, maliens. Et en fait, il met tout le monde sur un certain pied d'égalité, en disant que la seule égalité ou ce qui fait fraternité avec tous ces immigrés, c'est un accès aux droits, c'est être membre de la patrie des droits de l'homme. Donc là, on voit tout son logiciel républicain, contextualiste et ce genre de choses. Mais oui, pour lui, c'est vraiment une rupture. Et à mon avis, c'est quelque chose quand même qu'il faut garder en tête parce que Mélenchon, ses parents sont d'origine espagnole et italienne, donc il n'a pas une seule goutte de sang français en lui. Comme Cécilia Attias. Comme Cécilia Attias, il le dit. Et aussi, il n'est pas né sur le territoire historique français. Donc c'est quand même deux motifs de déracinement, si je puis dire. Et ça fait quand même, ou en tout cas lui, c'est pour ça que le modèle républicain de dire que la France, c'est la patrie des droits de l'homme, et on ne peut pas la réduire à une ethnie, à une religion, à une langue, ou même à une seule histoire, ou en tout cas on voit que l'histoire est clairsemée et bigarrée, bah, quelque part ça correspond très bien à son profil personnel. Et c'est aussi pour ça que parfois il va déclarer qu'il comprend ou il est en empathie avec une partie de l'immigration parce que lui-même a été un immigré, etc. etc. Donc on voit qu'il y a une certaine cohérence, en tout cas, qui, comment dire, préfigure déjà dans sa naissance, ou en tout cas dans son adolescence et son enfance, l'idée de Nouvelle-France qu'on retrouvera plus tard. La Nouvelle-France, Mélenchon n'en parle pas depuis 2 mois et demi. Oui, on y revient, on va largement revenir là-dessus. Il en parlait déjà depuis très longtemps, au moment de la bascule de 2007-2018, mais même avant. Donc on voit que son logiciel universaliste, son logiciel antiraciste, son logiciel d'une France comme terre d'immigration, comme lieu d'échange multiculturel, comme lieu d'échange de flux de personnes de culture, dès la base c'est là. Donc moi c'est pour ça, comme des gens me disent « Ah mais Mélenchon il a vraiment changé », il y a des évolutions, il y a des transformations, mais par contre, il y a un socle et une base commune qui est quand même restée la même et qui est restée solide, ou en tout cas qui l'imprègne depuis sa tendre enfance. Oui. Pour Jean-Luc Mélenchon, la République n'a pas de frontières. En fait, la République épouse les limites du monde. C'est une vision presque impériale ou œcuménique, on va dire, de la République. Je pense, ça me fait penser à... ça avait fait une petite polémique où justement des membres de l'AFI avaient proposé de rebaptiser la langue française. Donc, ne plus l'appeler français, mais autre chose. Est-ce que c'est cette Nouvelle-France-là dont il parle? Alors, pour nos téléspectateurs, hein, quand on parle de la Nouvelle-France chez Mélenchon, c'est pas la colonie le long du Saint-Laurent en Amérique du Nord. Hein. Ça n'a rien à voir. La Nouvelle-France, c'est la France de demain, en fait. C'est celle qu'il appelle de ses voeux et celle qu'il pense inéluctable, je pense. Tu me diras ce que tu en penses. En tout cas, la Nouvelle-France de Mélenchon, c'est une France post-nationale. Post-national, mais il y a vraiment aussi quelque chose qu'il faut garder en tête avec Mélenchon, c'est qu'il connaît aussi bien qu'un Éric Zemmour, qui est un personnage intéressant parce qu'il fonctionne un peu en miroir, les deux, notamment par le passé, le fait qu'ils aient été tous les deux issus du Maghreb et d'autres choses. En tout cas, il a vraiment, comment dire, il connaît aussi bien l'évolution démographique de la France et de l'Europe dans les années à venir qu'à droite et qu'un Éric Zemmour.
Et même, en fait, c'est vraiment à la lecture de son dernier livre que je me suis rendu compte à quel point la dimension démographique était importante pour lui. Avant de revenir sur la notion de métissage, de créolisation qu'il a employée, pour lui, c'est vraiment quelque chose qui est moteur dans la transformation des sociétés, parce qu'il revient toujours sur cette donnée en disant, avant qu'on ait le milliard d'individus sur Terre, l'humanité a mis 300 000 ans. C'est à peu près en 1820 qu'on a le premier milliard d'individus. Un siècle plus tard, on a 2 milliards. C'est-à-dire que de 1820 à 1920, on a eu le deuxième milliard qui est arrivé 3000 fois plus rapidement que le premier. Et pour lui, c'est vraiment, comment dire, le moteur des transformations humaines, parce qu'à chaque fois qu'il y a des explosions démographiques, il faut penser quoi? Les moyens de propriété, en tout cas la propriété individuelle, les moyens de production, la division du travail, comment on s'arrange pour avoir une société qui puisse permettre à chacun de survivre. Et pour lui, vraiment, quand on a des explosions démographiques comme ça, c'est à partir de ce moment-là qu'on a des explosions, enfin, comment dire, des évolutions techniques ou en tout cas humaines. Et pour lui, c'est capital parce qu'il voit les projections démographiques dans les années à venir et il connaît très bien, ou en tout cas il sait très bien que par exemple, le continent européen est dans un hiver démographique. Quand de l'autre côté de la Méditerranée, sans prendre l'exemple du Maghreb, même si là on voit que les courbes démographiques commencent à descendre, même si elles sont largement supérieures à l'Union européenne encore, ou en tout cas à l'Europe actuelle, on voit qu'elle a l'évolution, en tout cas la bombe démographique, sans mauvais jeu de mots, de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique noire. Et ça, Jean-Luc Mélenchon, il le sait, en tout cas, ou en tout cas il pense que ça va, comment dire, véritablement influencer sur les sociétés humaines. Donc c'est pour ça qu'il faut un logiciel qui puisse appréhender ces changements démographiques. Et cette internationalisation avec des flux qui vont évoluer, ça correspond une fois de plus très bien à son logiciel, comment dire, républicain, universaliste, comme tu l'as dit, ouvert sur la francophonie. Et là aussi, deuxième point que j'aimerais mentionner dans la pensée de Mélenchon, l'évolution anthropologique des sociétés lui est aussi fondamentale pour lui. Il revient aussi pas mal sur cet aspect dans son dernier livre, Faites mieux en 2023, où il explique que le logiciel de la société paysanne, agraire, de la petite parcelle de terre, on est véritablement en train de basculer dans un autre logiciel. Il le dit aussi, en 1950, si 80% de la population vivait dans le monde rural et 20% dans la ville, aujourd'hui, en tout cas dans le monde occidental, aux États-Unis et en Europe, on est sur des logiques inverses. Les populations sont largement urbanisées, comme il dit. Et ça, ça va, comment dire, aussi s'imbriquer avec l'évolution démographique qu'on est en train de connaître. Parce que pour lui, le fait que demain, la grande majorité, l'immense majorité des populations soient des populations urbaines, ça implique de repenser cette interdépendance de chacun entre soi, enfin en tout cas d'un individu avec tous les autres, de la multitude, comme il dit, et il faut repenser, comment dire, l'accès aux droits immatériels, par exemple à Internet, mais aussi aux droits matériels, l'eau, le gaz, l'électricité. Et pour lui, ça va recréer, comment dire, un communisme instinctif, c'est une expression qu'il emploie. Et donc là, on revient sur des logiques internationalistes, en tout cas post-nationales, comme tu as très bien dit. Et ce qui est drôle, c'est que la dimension démographique va venir s'imbriquer avec la dimension anthropologique. Et ça, on va encore mettre une autre dimension derrière. Je file un petit peu la métaphore parce que, à mon avis, c'est vraiment un tout qui est chez Jean-Luc Mélenchon, qui se présente dorénavant comme un républicain éco-socialiste, c'est le changement écologique, ou en tout cas le changement climatique. Parce que le changement climatique, ça va pousser aussi des réfugiés climatiques. Et il revient aussi sur ce nombre des années à venir, des possibles 250 millions de réfugiés climatiques qui sont, comment dire, les choses qui vont pousser les populations à migrer, à pousser, et donc notamment une partie de la population africaine vers l'Europe. Et pour lui, à chaque fois, ça lui donne en tout cas une base pour avoir un système cohérent. Et sur la dimension écologique, c'est intéressant parce que Mélenchon, par exemple, a évolué sur son logiciel, sur cette question. Il le dit très bien, il le dit, vous savez, moi dans les années 70, 80, 90, j'étais un socialiste bon chic bon teint européen, et en fait nous, s'il y avait les riches qui roulaient en Mercedes et les pauvres en deux chevaux, nous on voulait que tout le monde accède à la Mercedes. Très longtemps, une partie des socialistes, comment dire, on fait leur, ou en tout cas on fait sien,
ce changement de paradigme en disant aujourd'hui on a une classe moyenne dans l'Europe, dans le monde occidental, et il faut faire accéder une partie des classes populaires à la société de consommation. Et on voit là-dessus qu'il a adopté son logiciel pour revenir sur, sur une dimension beaucoup plus écologique. Et cette dimension démographique, cette dimension anthropologique et cette dimension écologique lui donnent aujourd'hui une cohérence doctrinaire, pourrait-on dire, et c'est pour ça qu'il se revendique comme un républicain éco-socialiste et post-national, comme tu l'as dit. Je vais revenir sur la question urbaine, parce que je pense qu'elle est assez fascinante chez lui, et aucun homme politique n'en parle aussi bien que lui. Bon, sinon, pour la politique de la ville, on pense à Jean-Louis Borloo, mais bon, on est très en dessous. Jean-Luc Mélenchon n'est jamais aussi méditerranéen que quand il parle de la ville. Est-ce que pour toi, la ville est l'horizon politique de l'humanité, c'est-à-dire de la France, enfin de la République, puisque c'est la même chose pour lui, fondamentalement. Et est-ce que c'est de la ville, de la manière dont il voit la ville, qu'il tire sa vision de la citoyenneté et en fait de l'identité? Exactement. Lui, en tout cas, il parle d'homo urbanus. Et pour lui, ce n'est pas un mot vain. Tu l'as très bien dit, la question identitaire est aussi liée. Parce que la ville, comment dire, c'est le lieu de l'anonymat. On connaît les grands sociologues allemands, par exemple comme Simmel, qu'ont analysé au moment du 19e siècle, quand on a les phénomènes de massification, d'exode rural, où on a toute une partie des populations agraires qui vont être basculées dans les ensembles urbains industriels. Alors nous, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, ça a pris un peu plus de temps qu'en Angleterre et qu'en Allemagne. Mais en Allemagne, pour le coup, c'est des vrais changements drastiques d'une génération à l'autre. Et d'ailleurs, les premières lois de protection sociale fin 19e sous Bismarck, c'est vraiment les premières lois de protection sociale, elles sont mises en place par Bismarck, en tout cas sous les gouvernements Bismarck, qui ne sont pas des gouvernements socialistes ou communistes. Absolument pas. Parce que justement, ils voient qu'il y a une préoccupation au niveau là. Et même, on voit aussi, c'est intéressant, je fais une toute petite digression, même si ça revient un petit peu avec la genèse du mouvement libéral-conservateur français, que même une partie des catholiques sociaux, vers la fin du 19e siècle, vont être aussi, les initiateurs d'un mouvement catholique libéral de la démocratie chrétienne qu'on va connaître tout au long du XXe siècle ensuite, où il y a, on accepte le fait qu'il y ait eu 1789, c'est le grand ralliement, ce genre de choses, mais on voit justement que pour contrecarrer le socialisme naissant à la fin du 19e siècle, qui commence à prendre, notamment dans les masses laborieuses, parce qu'on voit qu'il y a des vrais conflits sociaux qui sont en train de déchirer les sociétés européennes, qu'il faut aussi leur parler, ou en tout cas aller dans la dimension sociale, donc c'est intéressant de voir ces changements. Pour revenir à Mélenchon, son concept de créolisation, son concept de Nouvelle-France, bien évidemment, prend cœur, ou en tout cas prend racine sur ces changements, et notamment sur le fait de l'apparition de l'homo urbanus. L'homo urbanus, c'est l'homme, ou en tout cas l'individu qui s'autodétermine, qui détermine son sexe, qui détermine ses appartenances. Il y a une vraie rupture, en tout cas avec les générations passées, avec la dimension identitaire. C'est vraiment intéressant qu'il ait appréhendé ces questions sous cet ordre. Et pour lui, en tout cas, il n'y aura jamais de retour en arrière. Il n'y aura jamais de retour à des sociétés agro-pastorales, il n'y aura jamais de retour à un modèle de petite propriété individuelle, ou en tout cas qui ont vraiment constitué l'imaginaire des sociétés européennes et même françaises. Et pour lui, on va vers ce citoyen, là aussi tu as très bien dit, vers cet individu délié, mais qui se recrée une identité par ses nouvelles appartenances, par ses nouvelles affinités, qui se recrée vraiment je ne dirais pas ex nihilo une identité, mais on est vraiment dans ce logiciel. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'ai essayé d'ouvrir un peu sur cette dimension en parlant du comité invisible. Le comité invisible, c'est quelque chose qu'on connaît peu à droite, mais c'est un comité d'auteurs qu'on a aussi associé à cette génération Tarnac, où il y aurait eu des terroristes qui auraient fait à l'époque dérailler, ou en tout cas ils avaient comme projection de faire dérailler des TGV, ou en tout cas ils avaient coupé des liens, parce que là aussi c'est une nouvelle manière d'appréhender la lutte sociale. Jean-Luc Mélenchon est un homme de son temps et il a compris que la lutte sociale du piquet de grève, de la prise de l'usine,
où, entre guillemets, on a le patron qui est deux bureaux au-dessus en train de diriger l'usine et en bas les ouvriers, bah, que c'était plus ça, le capitalisme, le capitalisme industriel européen. On a connu les délocalisations, on a connu aussi au moment de la période 90-2000 les accords du GATT, on a connu la période Jacques Delors, on a connu les grandes délocalisations. Souvent, d'ailleurs, petit rectificatif, on parle souvent des grandes délocalisations en Asie et en Chine, ce qui est vrai. Mais aussi peut-être rappeler à nos téléspectateurs que les premières délocalisations sont intra-européennes, c'est-à-dire que les usines françaises partent avant tout vers les pays de l'Est et non pas vers la Chine. Ça arrive bien sûr, mais ils partent aussi dans les pays de l'Est. Donc ça, je ferme la parenthèse parce que ça permet d'avoir une lecture aussi un peu critique de l'Union européenne, d'ailleurs avec des nouveaux élargissements qui arriveront. Mais en tout cas, oui, Mélenchon voit ces changements du paradigme socialiste et il se dit on ne peut plus parler de prolétaires comme on en parlait avant. Maintenant, on a une sorte de grand salariat généralisé. Et en fait, pour parler, pour faire accoucher une révolution non plus socialiste, même si elle est socialiste toujours dans sa tête, mais en tout cas urbaine, citoyenne, la révolution citoyenne comme il l'appelle, eh ben, il faut basculer de logiciels ou aussi de personnes à qui on va comment dire, s'adresser. On ne parle plus du prolétaire, mais on va parler aux femmes, aux étudiants, aux salariat, ou en tout cas au prolétariat intellectuel qu'on retrouve dans les villes comme par hasard, mais aussi aux immigrés. Et là, on retombe un petit peu sur la note Terra Nova de 2011, où en fait on a eu une adaptation de la gauche, on va dire plutôt de la gauche social-démocrate réformiste, en disant le prolétaire blanc, il est incapable de faire la révolution, d'ailleurs il n'existe quasiment plus, ou en tout cas il réduit de portion en portion, et en plus dorénavant il vote à droite. D'accord. Et ben maintenant, il va falloir viser un autre électorat. On va essayer de s'adresser, comme je l'ai dit, plutôt aux femmes célibataires, ou en tout cas aux femmes, aux étudiants, aux jeunes intellectuels, ou en tout cas aux intellectuels précarisés, et aussi à cette masse d'immigrés, ou en tout cas de primo-arrivants. Et là, on a les banlieues. On a un peu ce logiciel Terra Nova aujourd'hui, que Mélenchon réfute en disant que c'est pas son logiciel, que lui est le défenseur de cette conjonction des beaufs et des barbares, comme le dit bien Ouria Boutelja. Mais oui, on voit une évolution de son logiciel et ça va parfaitement avec sa nouvelle conception de la citoyenneté. Tu évoques Aurélien Boutelja qui disait que Jean-Luc Mélenchon était une prise de guerre, hein, que l'évolution de Jean-Luc Mélenchon était une prise de guerre. Mélenchon pense-t-il, selon toi, la transformation démographique de la France inéluctable? Je pense. On a mentionné juste avant l'évolution démographique rapidement, et j'expliquais aussi qu'il y avait toujours eu cette base, ou en tout cas ce socle antiraciste universaliste. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, le terrain était préparé pour faire émerger des nouveaux choix stratégiques, des nouvelles doctrines, des nouvelles expressions, comme celle de Nouvelle-France. Et ce qui est intéressant avec le mouvement des coloniaux, en tout cas des indigénistes, c'est qu'ils vont véritablement entrer dans le parti de la France insoumise après l'élection 2017-2018. L'élection 2017-2018, c'est un échec pour la France insoumise. Ils échouent à 600 000 voix près pour l'accession au second tour, ce qui est relativement peu. En 2022, ils seront à 400 000 voix près. C'est à la fois beaucoup, mais très peu aussi. Et en tout cas, on a véritablement un changement de stratégie. Et d'ailleurs, on va voir que à partir de 2017-2018, on a une éviction petit à petit des souverainistes. On peut parler de François Coq, qui était là dès la fondation du parti de gauche en 2008, quand Jean-Luc Mélenchon est parti du Parti socialiste. Mais on peut penser aussi à Charlotte Girard, qui était par exemple la compagne de l'homme qui devait succéder à Mélenchon, François Delapierre, qui est mort prématurément. D'ailleurs, je renvoie nos téléspectateurs à son hommage à l'oraison funèbre que donne Jean-Luc Mélenchon à François Delapierre, qui est assez touchante. Et d'ailleurs, il le dit à ce moment-là, sa véritable famille, c'est celle des Rouges. Il le dit, le seul drapeau pour lequel il n'a jamais combattu, c'est celui des Rouges. C'est assez intéressant, mais je conseille quand même aux téléspectateurs d'aller voir, parce que c'est un texte poignant. Mais on a ensuite l'éviction aussi de Georges Kuzmanovic, parce qu'il y a une volonté d'avoir un changement de logiciel, de stratégie. On voit que Coquerel lui dit qu'aujourd'hui, ces voies manquantes pour accéder au second tour, elles sont dans les banlieues. Parce qu'ils sont déjà dans une belle dynamique à l'époque. Pour 2027, on a eu un sondage récent de l'IFOP qui disait que 60% des électeurs français de confession musulmane se disaient prêts à voter pour la France insoumise. Aujourd'hui,
le vrai butin de guerre, pour reprendre l'expression d'Ouria Boutelja, électoral en tout cas de la France insoumise, il est dans les banlieues. Et le seul grand parti qui a un butin électoral, en tout cas qui a un butin d'électeurs, c'est le Rassemblement national avec une partie des classes moyennes et des classes populaires blanches de la France périphérique. Donc c'est intéressant de voir aujourd'hui que les seuls partis en France qui ont une base électorale, c'est d'un côté la France insoumise et de l'autre côté le Rassemblement national. Et je pense que c'est pour ça, même si c'est une question que je vais peut-être me poser après, que la France insoumise a tenu le cap sur la question palestinienne pendant la parenthèse médiatique qu'on a connue depuis les attaques du 7 octobre. Mélenchon avait tout intérêt à tenir cette ligne, parce que déjà lui, ça lui permettait d'épurer au sein de son parti les lignes divergentes. Le parti se renforce en s'épurant, selon la formule bien connue des gauchistes. Et ça lui permettait aussi, à mon avis, de capitaliser sur cet électorat qui aujourd'hui est sa base électorale pour ensuite se projeter vers d'autres horizons. Par exemple, on a vu que dorénavant, une fois que cet électorat est sécurisé, Mélenchon reprend des accents un petit peu populistes. Il sait qu'on revient dans un moment dégagiste, un peu populiste, où il y a un rejet total de la classe médiatique, de la classe politique aussi, et il sait que ça peut être en tout cas un des moyens pour accrocher ce grand parti en France qu'est le parti des abstentionnistes. Et Jean-Luc Mélenchon, l'enjeu pour 2027, c'est de faire voter les quartiers, parce qu'on sait que le taux de participation des quartiers populaires, dit populaire, hein, aussi cette expression, c'est de la langue pure, mais en tout cas des banlieues, est un électorat qui a du mal parfois à aller voter, donc ça c'est un des enjeux. Et de l'autre, c'est de faire sortir aussi une partie des abstentionnistes qui sont, c'est intéressant si on le regarde sur des cartes électorales, à cheval justement entre le vote La France Insoumise et le vote Rassemblement National. Ils sont dans une bulle, on pourrait dire, un peu confusionniste là-dessus. Donc eux, ça va être une partie, en tout cas, de l'électorat qu'ils vont essayer d'aller chercher pour accéder au second tour. Parce qu'on sait très bien qu'au niveau des cadres urbains, ou en tout cas de leur électorat urbain, là aussi il est sécurisé, parce qu'ils sont dans une logique, aussi on l'a vu avec le palestinisme, de rupture d'avec la gauche réformiste. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant à gauche, c'est qu'on voit d'un côté un Jean-Luc Mélenchon qui incarne la gauche de rupture, et de l'autre, Glucksmann, qui lui est la gauche plus réformiste. Et entre les deux, on a plein de petits candidats, Tondelier, Olivier Faure, Roussel et même Ruffin, qui eux, poussent à l'union des gauches. Mais que ce soit Mélenchon ou Glucksmann, ils n'en veulent pas, parce qu'il y a une vraie rupture. Et je pense que ces noisettes, comme disent certains commentateurs de gauche, au centre, finiront par aller vers Raphaël Glucksmann. En tout cas, c'est ce que je pense. Tondelier et Ruffin sont peut-être un peu sur la sellette, sur la ligne de crête, mais je pense qu'ils basculeront tout de même vers Glucksmann. Mais on voit que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, sa logique pour atteindre le second tour, c'est donc de s'appuyer sur son butin de guerre des banlieues électorales, cet électorat abstentionniste qu'il va falloir aller séduire avec des positions populistes, populaires, sociales, populistes, populaires, sociales, et de l'autre côté son électorat un peu gauchiste, beaucoup axé sur les luttes LGBT, sur les luttes antisexistes, sur l'islamophobie, qui constitue l'autre cœur. Donc je pense que c'est vraiment la triade de l'électorat mélenchoniste aujourd'hui. Pour changer de sujet, parce que j'avais envie de parler de Rima Assad, mais on t'a déjà assez largement balayé le terrain, donc je pense que c'est pas nécessaire. Donc il y a évidemment de l'égérie de la LFI pour le palestinisme. Tu parles de palestinisme, je pense que c'est plutôt une bonne expression. Autre sujet donc, Jean-Luc Mélenchon a des positions franchement anti-allemandes qui l'amènent à émettre des critiques à l'égard de l'Union européenne, qu'il dit, à raison, hein, il faut le reconnaître, dominée ou contrôlée, voire même contrôlée, par l'Allemagne. Mais tu écris que, malgré ça, Mélenchon est européiste. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est son logiciel internationaliste de jeunesse. Mélenchon a été trotskiste à l'Organisation communiste internationaliste. Mélenchon est un internationaliste. Et lui, d'ailleurs, quand on dit « mais Mélenchon, vous êtes souverainiste », tout de suite, il s'en sépare et il préfère la notion d'indépendantiste français. Parce que son logiciel, c'est le logiciel de la décolonisation. Lui, quand il a des positions très dures, comme tu l'as bien mentionné, sur l'Allemagne. D'ailleurs, un de ses meilleurs livres, c'est le Harand Bismarck.
C'est un petit pamphlet, très bien écrit, assez bien pensé, où Jean-Luc Mélenchon pronostique la destinée de l'Allemagne, qu'on connaît aujourd'hui d'ailleurs. C'est intéressant, il y a eu le bouleversement géopolitique, bien sûr, mais même énergétique, c'est intéressant. Jean-Luc Mélenchon a un pamphlet à l'époque, et d'ailleurs là je lui trouve un certain courage parce que dans les années 2015, il y a vraiment un consensus des élites culturelles, des élites médiatiques françaises et même politiques en disant le modèle à copier, c'est le modèle allemand. Il y a eu des livres d'Alain Minck et même nombre d'auteurs disaient que c'était le modèle à copier. À chaque fois, on avait nos éditorialistes, nos chiens de garde de plateau qui disaient les Allemands sont sérieux, les Allemands sont travailleurs, les Français, le bassin méditerranéen, sont des feignants, on ne pourra pas vivre de la gabegie, ce qui n'est pas forcément faux parfois sur certaines On choses. parlait du Club Med ou des On- Pigs. Exactement, on parlait du Club Med. Et Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, il fait un pamphlet à contre-courant, et moi je trouve ça, somme toute, assez honorable pour le coup. Et c'est, à mon avis, son livre, son meilleur livre. Pour revenir à la question de l'Allemagne, la vision européenne de Jean-Luc Mélenchon, tu l'as très bien dit aussi, c'est la vision du bassin méditerranéen, c'est la vision romaine. D'ailleurs, c'est une expression que je reprends aussi d'un de ses livres, il explique les frontières de l'Empire romain qui sont arrêtées un petit peu à cet endroit où il y a vraiment une séparation entre l'Europe romane, ou en tout cas l'Europe sous domination romaine, et de l'autre côté, on va dire l'Europe germanique et l'Europe de l'Est. Pour lui, c'est vraiment une rupture qu'on retrouve. Et d'ailleurs, il le dit souvent, il le dit, nous avons pu savoir historiquement avec les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, qu'avec les Estoniens, les Polonais, etc., etc. Pour lui, c'est un logiciel qu'il a incorporé. Et donc, c'est sa vision de l'Europe. Et ces déclarations que tu as dit très anti-allemandes, par exemple, il a repris récemment, ou en tout cas, il a pris fait et cause pour la défense de Dassault. Là aussi, c'est intéressant parce que Mélenchon a toujours été assez militariste, ce qu'il a un peu isolé aussi d'une certaine extrême gauche. Je pense à Nathalie Arthaud, qui sont des mouvements très antimilitaristes, très anti-impérialistes dans la guerre, enfin en tout cas c'est leur logiciel. Et Mélenchon, c'est vrai que là-dessus, il a toujours gardé Il vient à mon avis d'une certaine école républicaine qui ne se bouge pas le nez quand elle parle de militaires. Et là aussi c'est intéressant parce que Mélenchon avait toujours été anti-impérialiste et très critique de l'OTAN. Là aussi c'est des choses assez intéressantes parce qu'on voit que son logiciel anti-impérialiste, euh, d'un enfant qui est né de la décolonisation, ça l'imprègne. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, il peut dire que la France a plus à voir avec l'Amérique du Sud, où là aussi il a pris une partie de ses sources, qu'avec le monde germanique, des pays que j'ai cités juste avant, notamment les pays baltes. Parce qu'il dit, l'Amérique du Sud, ils ont un droit romain, ils ont eu des révolutions d'inspiration, en tout cas un peu européenne, mais qui se sont adaptées aux populations locales. C'est pour ça que, par exemple, il a un peu dessillé ses yeux sur l'importance d'avoir des révolutions parfois socialistes, mais aussi avec cette dimension mythologique et de la foi. Et on sait l'importance de la foi chrétienne de l'autre côté de l'océan Atlantique avec l'Amérique du Sud. Donc c'est des choses qu'il a incorporées dans son logiciel. Et quand tu parles du palestinisme, je l'ai évoqué aussi, le palestinisme c'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est aussi un mythe mobilisateur. Un mythe mobilisateur, comme par hasard l'avait mentionné aussi Georges Sorel. Là aussi, il avait un constat assez juste. Mélenchon, il dit on ne prend pas conscience, ou en tout cas, on ne prend pas conscience de sa classe, de sa position dans la société, qu'avec son bulletin de salaire. Ça aussi, c'est une lecture assez profonde, parce que Mélenchon s'est toujours présenté comme un marxiste hétérodoxe. Les marxistes orthodoxes pensaient souvent qu'avec la linéarité de l'histoire, société capitaliste, crise du capitalisme, dictature du prolétariat, socialisme, jusqu'à la société communiste. Mélenchon dit non. Son premier livre en 91, à la conquête du chaos, revient sur la notion d'imprévu dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des bascules. Et là, à mon avis, où Mélenchon a une avance, notamment sur une partie du personnel de gauche, c'est qu'il comprend que l'important, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ces bascules qui interviennent à des moments qui sont difficilement déterminables, on peut juste faire de la prospective, c'est intéressant d'être toujours à l'avant-garde parce qu'on peut l'orienter dans un sens ou dans un autre. Et vraiment, Mélenchon, dans la dimension anthropologique, dans la dimension démographique, il pense que ça va déboucher sur des points de bifurcation. Les bifurcations, c'est quand quand un système entre dans un état autre que le précédent et il n'y a pas de retour en arrière.
et il faut toujours être, comment dire, à l'avant-garde de ces changements pour les orienter où on peut, parce que Mélenchon pense que les sociétés humaines sont des choses ductibles, qu'on peut pas manipuler, mais en tout cas qu'on peut orienter dans un sens ou dans un autre. Donc cette figure, comme par exemple Rima Hassan du palestinisme, pour lui, c'est intéressant parce que ça met une partie des foules, comment dire, en mouvement. Et c'est important, et d'ailleurs on le sait à quel point c'est important pour les marxistes d'avoir cette conscience de classe, conscience de ce qu'on est, parce que de la conscience vient justement la mise en action. Et c'est pour ça que Mélenchon met toujours à côté de la stratégie politique deux choses, l'éducation et la conflictualité. Parce que la conflictualité, on sait que c'est des moments de politisation en accéléré. Le moment des Gilets jaunes ou même le moment de 2005, il est intéressant parce qu'en 2005, on voit des gens qui se mettent à lire la Constitution, c'était le fameux projet de Constitution européenne, le TCE, etc. Et vraiment, on se rendait compte que des gens qui n'étaient absolument pas intéressés par la politique se mettaient à lire la Constitution, à voir ce qu'ils allaient perdre. Et là, on voit des moments de politisation vraiment très accélérés. Et le moment des Gilets jaunes, c'est la même chose. Quand on est dans le mouvement des Gilets jaunes, d'un coup, on se rend compte du pouvoir, on se rend compte des forces de l'ordre. Et pour eux, quand il y a ces moments de politisation accélérés, c'est à ce moment-là où il faut faire de l'éducation. Parce que comme ils le disent très bien dans le langage léniniste, à chaque fois, c'est des répétitions générales. Et à chaque fois, il faut comme ça avancer, monter dans la conscientisation. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut avoir un mouvement socialiste de masse. Tu l'as évoqué en filigrane, et il est impossible de parler de Mélenchon sans penser à ça. Tu parles de conflictualité. Jean-Luc Mélenchon, tu as parlé de militarisme aussi. Jean-Luc Mélenchon a toujours la violence en politique en tête. Oui. C'est-à-dire qu'il n'exclut aucun moyen, y compris le tractage, les urnes, etc. Mais il n'exclut pas non plus de recourir éventuellement à des moyens extralégaux. Est-ce que tu penses que c'est chez lui quelque chose de profond au point où il pense ne pas pouvoir prendre le pouvoir autrement, ou est-ce que tu penses qu'il attend juste le moment opportun pour justement tenter le coup de force, éventuellement? Alors la stratégie de la conflictualité, elle est totalement assumée du côté de Mélenchon. On a mentionné juste avant le cas de l'Amérique latine. Il a pris aussi exemple sur la manière de faire de la politique en Amérique latine, où on parle dru, on parle dur, on agresse, on apostrophe. Et là où Jean-Luc Mélenchon a un petit coup d'avance aussi sur une partie du parti du personnel politique de gauche, mais aussi de droite, c'est qu'il a compris que dans une période de tension sociale, de rejet général de la classe politique française, on avait tout intérêt à être un peu la figure gueularde, en tout cas forte en gueule, pour, s'acoquiner ou en tout cas séduire une partie du peuple, pour le dire succinctement. Donc oui, c'est une stratégie qu'il assume totalement. Pour lui, il prend cette belle formule, il dit que c'est vraiment du carburant qu'on injecte dans un moteur, c'est-à-dire on va de l'avant. Mais même, j'ai envie de dire que d'un point de vue stratégique, pour, recomposer la gauche, Mélenchon a toujours compris, et d'ailleurs, le seul ou en tout cas la seule personnalité ou le seul parti qui est monté aussi en puissance depuis plusieurs années en plus du RN, c'est Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon, lors de sa première présidentielle, en 2012, il fait quand même 11%. Parce qu'il est en rupture de banc déjà avec le Parti Socialiste. Et puis ça va monter petit à petit. Parce qu'à chaque fois, sur certaines lignes, il y a une stratégie, d'être toujours à l'avant-garde des mouvements sociaux, des révoltes. Et d'ailleurs, la question de la violence, elle est intéressante parce que à chaque fois, et ça c'est une manière rhétorique qu'il utilise tout le temps, il va opposer la violence, par exemple, du système, du gouvernement pour la retourner. Peut-être que tu te souviens, en 2015, on avait eu ces scènes où on avait vu un DRH de Air France, la chemise en lambeaux, qui s'était fait attraper par des gens qui allaient mettre sur le trottoir, enfin je veux dire des gens qui allaient perdre leurs emplois, notamment des syndicalistes. Et déjà à l'époque, on lui dit Monsieur Mélenchon, est-ce que vous condamnez les violences? Mélenchon disait non, la vraie violence, c'est celle des licenciements. Au moment de Naël, Mélenchon, est-ce que vous condamnez la violence dans la rue? Non, j'en appelle à la justice. Dernièrement, on a eu des craquages de fumigènes à la Philharmonique de Paris. Mélenchon, est-ce que vous critiquez cet activisme à la Philharmonique de Paris? Non, je critique la violence du génocide israélien. Donc ça, c'est vraiment aussi une manière rhétorique, une prise de judo, quelque part, de retourner à chaque fois en disant s'il y a cette violence d'un côté, c'est parce qu'il y a cette violence de l'autre avant.
Là aussi, c'est une manière assez intéressante parce que il va jamais critiquer, enfin comment dire, il va jamais non plus assumer totalement le fait d'avoir ce dirigeant de Air France avec la chemise en lambeaux. Mais il dit oui, mais si vous voulez la comprendre, il faut en venir à la racine et à cette première violence. Et cette première violence, c'est les élites, c'est les prédateurs capitalistes, c'est les patrons, c'est l'UMPS à l'époque, etc., etc. Donc à mon avis, ça c'est vraiment une de ces parades qui est intéressante. Mais là par contre, où il est beaucoup plus subtil qu'on ne le pense, c'est qu'il ne va jamais appeler demain à la prise du Palais d'Hiver ou de l'Élysée. Beaucoup plus subtil que ça, Mélenchon. La dernière, on va dire, révolte populaire, même si ça a été un échec plus qu'autre chose, du 10 septembre est assez intéressante là-dessus. Mélenchon a compris aujourd'hui que les soubresauts viendraient, comment dire, du peuple, soit des banlieues, soit de la France périphérique, mais en tout cas que ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait conduire par un parti politique directement. Il s'est rendu compte que même s'il y a un mouvement qui est clos comme cela, toute tentative de récupération par un parti politique est même mal perçue quelque part. Mais par contre, ça ne l'empêche pas d'envoyer des nervis, noyauter, essayer d'orienter. Par exemple, le mouvement du 10 septembre, il est intéressant parce que ça part d'une revendication plutôt antifiscale. D'aucuns disaient même que c'était un mouvement d'inspiration Nicolas, les Nicolas Quipet, les fameux Nicolas Quipet, avec aussi des réclamations souverainistes. Et très vite, on a vu que les revendications antifiscales, souverainistes, ont basculé dans des, comment dire, des revendications plus populaires. Pourquoi pas, on est encore un peu dedans là. Et puis ensuite sur la cause palestinienne. Et puis ensuite sur la cause des LGBT, ou en tout cas les luttes gauchistes qu'on connaît bien. Or, c'était quelque part un dévoiement. Et moi, j'avais pas mal d'amis qui étaient dans les boucles Telegram de province. Et en fait, ils me disaient qu'à chaque fois qu'on essayait d'avancer, ou on parlait des enjeux, des choses qu'on pourrait réclamer en manifestation, à chaque fois qu'on parlait par exemple de l'immigration, mais j'ai envie de dire d'une manière très succincte ou très légère, en disant oui, il faut, comment dire, des frontières à la libre circulation des capitaux, mais aussi à la libre circulation des personnes directement, exclusion, mise au banc du groupe. Donc on voit qu'il y avait cette orientation déjà voulue des mouvements politiques. Et par exemple, le 10 septembre, il y a deux grands gagnants du mouvement du 10 septembre. C'est Emmanuel Macron, parce qu'on a une division horizontale des gens qui auraient pu participer à cette lutte, ou en tout cas à cette révolution, cette révolte populaire. Et l'autre gagnant, c'est Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon est apparu comme peut-être l'un des derniers candidats, en tout cas homme politique, anti-système. Parce qu'on voit une normalisation du RN sur beaucoup de sujets aujourd'hui. Et Frédéric Lordon, un intellectuel économiste d'extrême gauche, disait « c'est très bien aujourd'hui que la figure anti-système soit Mélenchon ». Lui disait « moi je suis heureux que le RN devienne eurocompatible, libéral compatible, etc. Parce que ça va permettre de déplacer le candidat dit anti-système vers Mélenchon pour plaire notamment à ces candidats abstentionnistes, enfin en tout cas cet électorat abstentionniste. Donc aujourd'hui, vous avez une partie de la gauche, des penseurs de gauche qui se réjouissent, notamment avec le dossier géopolitique, que Jean-Luc Mélenchon devienne le vilain petit canard de la République. Même si, à court terme, électoralement, ça ne payera pas, eux sont persuadés qu'à moyen terme et à long terme, ça leur permettra d'être, en tout cas que le Mélenchon ou la France Insoumise soit le seul parti anti-système. En tout cas, ils le pensent comme ça, le vrai parti de rupture. Mélenchon le révolutionnaire, Mélenchon le gauchiste, Mélenchon le républicain, Mélenchon le remplaciste, Mélenchon l'écologiste. Les chapitres de ton livre sont divisés en portraits, en focale. En fait, tu changes la focale. Exactement. Sur Mélenchon. Mélenchon a des aspects, comme les dieux de l'ancien panthéon grec. Est-ce que justement tous ces aspects, tous ces passages en fait, font partie de la quête de Mélenchon vers l'apothéose, c'est-à-dire l'accession à la divinité, et en l'occurrence à la présidence de la République? Est-ce que c'est... Bon, je vais spoiler, comme on dit, je vais divulgacher, comme disaient les Québécois, mais selon toi, ce qui unit les différentes facettes de Mélenchon, c'est pas des changements doctrinaux, c'est sa soif de pouvoir. C'est la conquête du pouvoir, exactement. Il y a un des portraits qui s'intitule Mélenchon le stratège. Et oui, ce qui a motivé toute sa vie, sa carrière politique, c'est la conquête du pouvoir. Dès lors qu'il entre à l'Organisation communiste internationaliste en 1972, donc assez jeune dans sa carrière politique, il y a ce logiciel, cette volonté de conquête du pouvoir très organisée,
Là, on en revient à ta question précédente sur la violence. Il faut que la violence soit politique et débouche sur quelque chose de politique si on la met en place. Il n'est absolument pas pour une déperdition des énergies dans la violence qui déboucherait sur quoi que ce soit. Toute violence, tout conflit doit amener un gain médiatique, politique. Vraiment, il le pense toujours comme ça. Et c'est pour ça qu'il a conservé, même au sein de la France insoumise, cette logique pyramidale, ou en tout cas cette logique autoritaire. Alors lui marche plutôt par cercle concentrique de pouvoir que pure structure pyramidale. Mais il y avait un sociologue de gauche qui avait écrit un livre en 2021 sur Mélenchon et la France insoumise, qui avait comment dire, qualifié le parti d'une manière très juste. Il avait dit que c'est un parti-mouvement. Donc ça, on revient un peu sur la volonté euh, d'accompagner les mouvements sociaux, mais aussi de les orienter en les noyautant, mais en s'y assimilant plus ou moins. Et aussi, il disait que c'était, comment dire, un parti anarcho-césarique, je ne sais plus, ou en tout cas vraiment la dimension gazeuse, un petit peu anarchique, ou assez, comment dire, délié, mais par contre, avec un césarisme, on retrouve Mélenchon avec sa chasse gardée, sa garde prétorienne, et avec des cercles concentrés petit à petit. Parce que Mélenchon a toujours été assez intelligent, il a su qu'il fallait toujours avoir une oreille attentive pour la jeunesse. Pourquoi cela? Parce que quand on avait des lignes divergentes au sein d'un parti, on appelle ça les promotions Lénine dans, le- dans, le- dans l'histoire de gauche. En 1924, Lénine meurt et Staline, pour renforcer son pouvoir au sein du parti communiste, fait venir toute une partie de nouveaux adhérents, 200 000 à l'époque, 200 000 jeunes, et lui va s'appuyer sur cette jeunesse plus radicale, plus vindicative, beaucoup plus militante, pour justement faire prévaloir sa ligne. Et Jean-Luc Mélenchon, à chaque fois, va s'appuyer sur la jeunesse, il va faire monter une partie de la jeunesse parce que ça fait qu'il a des gens qui lui doivent tout, parce que c'est des gens qui sont montés dans l'appareil de parti grâce à lui, et ça va lui permettre d'évincer les anciennes lignes. Par exemple, on a mentionné rapidement l'éviction de la ligne souverainiste, nationale souverainiste, au sein de la France insoumise, parce qu'il s'est appuyé sur une partie de la jeunesse indigéniste. Au début, on avait par exemple des Tahabouaf qui aujourd'hui sont déjà des anciennes générations, et dorénavant, on a plutôt des figures comme Rima Hassan, David Guiraud, Antoine Léaumont, même si Antoine Léaumont est aussi un peu à cheval sur les deux générations. Mais on voit vraiment qu'il y a toujours eu cette volonté chez Jean-Luc Mélenchon stratégique de s'appuyer sur la jeunesse pour qu'au sein de son parti, ce soit la seule ligne, comment dire, et donc la sienne, qui prévale. Et ça fait partie de sa stratégie au sein du parti. Mais sa stratégie, même d'un point de vue un peu plus large, ça a été aussi le militantisme, comme tu l'as dit, avec beaucoup de tractages, beaucoup d'actions militantes, d'agite propre, et aussi la volonté de conquérir des nouveaux canaux pour la guerre culturelle. Mélenchon a eu une longueur d'avance, mais vraiment une vraie longueur d'avance sur toute une partie de la gauche, mais aussi de la droite. En 2017, c'est une statistique qui est folle, 38% de l'exercice de la France insoumise, donc du bilan final financier d'une année, 38% a été consacré à la communication. C'était 4 fois plus à l'époque que le Parti socialiste et 13 fois plus que les Verts. Donc c'est vraiment, il a compris qu'à l'heure du développement numérique, à l'heure de l'hypercommunication, il fallait insister sur ces points. Et c'est pour ça que vous avez toute la création, vous avez la création, par exemple, d'une partie d'une génération de cybermilitants. Et on voit aujourd'hui que les cybermilitants, disons les Twitchers, les gros acteurs du monde du streaming, sont tous pro-Mélenchon et qu'ils attaquent vraiment frontalement tous les autres streamers qui peuvent être considérés comme réformistes. Par exemple, sur Twitch, vous avez Dany Eraz, ou plutôt la Zawa Prod aujourd'hui, ou même la team Pas du Ring, qui s'attaquent, alors des fois de manière un peu détournée, mais par exemple à Jean Massier, qui est comment dire, le streamer phare du monde social réformiste. Et eux sont plutôt pro-Mélenchon et les attaquent vraiment. Et sur les réseaux, c'est intéressant parce que si on s'intéresse à Twitter, on voit qu'il là aussi, il y a une vraie pression militante justement pour aller toujours vers la gauche de rupture, ou en tout cas vraiment mettre une pression. Et même dans le monde intellectuel, vous prenez un personnage comme François Bégodeau. François Bégodeau est obnubilé par le fait d'être validé par une partie de l'extrême gauche, ce qui est à fond renversé avec la droite. Si à droite, les partis politiques ont plutôt tendance à vouloir se dissocier des groupes militants, des groupes un peu plus radicaux, à gauche, il y a vraiment une volonté d'être, pardonnez-moi cet anglicisme, mais validé par la street. Et on voit que par exemple, Bégodeau est obnubilé vraiment
d'être validé par toute une partie de l'extrême gauche, de ces petits Twitchers, etc. Donc on voit que oui, même stratégiquement, là-dessus, Mélenchon mène aussi une guerre, ou en tout cas une partie de ses troupes. Dans le cadre de cette quête du pouvoir, euh, tu l'as déjà évoqué, en fait Mélenchon se rapproche du second tour de la présidentielle. La France insoumise est le parti dominant à gauche, même si elle n'est pas parvenue à éliminer les vieux caciques du PS, puisque le PS est increvable. Mais par contre, ce qui est frappant, c'est que simultanément, on considère à droite, en tout cas les adversaires de la France insoumise, pas forcément à droite, mais même au centre, considèrent que, et même d'ailleurs à gauche, considèrent que si Jean-Luc Mélenchon arrive au second tour en 2027, c'est l'assurance pour le candidat du Rassemblement national de l'emporter. Et tu ne le dis pas directement dans ton livre, mais il m'est apparu en le lisant que tu n'étais pas, disons, sur cette ligne, et qu'au contraire, tu ne veux surtout pas prendre le risque de voir Mélenchon au second tour. Alors moi, je pense qu'il y sera, malheureusement. C'est d'ailleurs l'un des postulats de départ de mon livre. Et par contre, je ne crois absolument pas qu'une opposition Mélenchon, candidat RN, Jordan Bardella ou Marine Le Pen, ferait du 70-30. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on nous vend, en tout cas, que ça serait une déculottée. Sans nom. Je ne le pense absolument pas. Parce que je pense déjà que si Jean-Luc Mélenchon accède au second tour, sa campagne d'entre-deux tours ensuite sera portée vers un recentrage. Il essaiera de se montrer comme l'ultime barrière de la République contre l'arrivée au pouvoir du bruit des bottes. Il va rejouer à fond, je pense, le folklore anti, arrivée au pouvoir justement des forces brunes, etc. Donc je pense absolument pas qu'on aura un écart aussi grand qu'on est en train de nous le présenter. Et en plus, je pense que ça mettrait de mettre en marche aussi toute la révolution auquel il aspire. Je ne parle pas d'une révolution violente de prise de l'Élysée par les armes, mais de la mise en place, comment dire, d'une révolution permanente, en tout cas dans la rue, dans les médias, dans le monde culturel. Il ne faut peut-être pas oublier qu'au moment des législatives et des européennes, on a eu l'apparition de ces pétitions dans le monde universitaire, euh, dans des associations, dans le monde associatif, dans la société civile. Et je pense que Mélenchon, même dans le cas d'une arrivée du RN au pouvoir, ça lui donnerait un boulevard pour se présenter comme l'autre parti de masse en opposition au Rassemblement national. Aujourd'hui, on a un seul parti de masse en France, c'est le Rassemblement national. L'autre parti qui est en passe de devenir ce parti de masse, c'est la France insoumise, comme je te l'ai dit, avec cet électorat de banlieue, cet électorat potentiellement dans la France abstentionniste et aussi cet électorat très urbain que je t'ai décrit juste avant. Et Mélenchon, pour lui, sa volonté, c'est vraiment d'avoir un adversaire pur et parfait, qu'est le Rassemblement national, pour qu'on ait une opposition frontale droite-gauche. Le mano à mano, Mélenchon-Zemmour était très intéressant là-dessus dans l'après-présidentielle 2022. Si on lit le dernier livre d'Éric Zemmour, en tout cas pas le dernier mais le précédent, La France n'a pas dit encore son dernier mot, ou Je n'ai pas dit mon dernier mot, qui était son livre d'après-campagne. Il revient sur les tractations entre lui et Mélenchon pour faire réémerger ce clivage droite-gauche, alors qu'on voyait que Marine Le Pen était plutôt dans une autre logique, disons, plus populiste, en tout cas système contre peuple, où justement elle se présente comme le candidat qui dépasse le clivage droite-gauche, et justement pour s'opposer directement à Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas ce qu'il veut, lui il veut une opposition gauche-droite. Mais Éric Zemmour trouvait aussi son intérêt à se présenter comme la figure de droite, justement contre Jean-Luc Mélenchon. Et on a d'ailleurs ce fameux débat sur BFM TV entre les deux. Alors que et ce qui a permis aussi de faire monter Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon apparaissait comme le seul, ou en tout cas la seule incarnation de cette gauche de rupture. Donc c'est intéressant de voir là-dessus cette volonté qu'il a eue vraiment de se présenter comme le candidat de rupture, le candidat anti-système. Mais dans le cas d'un second tour contre le RN, je suis persuadé qu'il se recentrerait automatiquement, qu'il donnerait des gages à qui il faut donner des gages, pour justement apparaître comme
pseudo aussi solution de continuité contre l'arrivée du RN au pouvoir, qui serait un bouleversement. Et peut-être là aussi où la gauche a eu un petit coup d'avance sur la droite, c'est qu'eux aussi, ils avaient pensé l'après, dans le cas d'arriver au pouvoir. Et là, à mon avis, quand on arrive au pouvoir, il faut avoir un programme clair, et c'est pour ça que la France Insoumise insiste beaucoup sur ce point, parce que Jean-Luc Mélenchon a un antécédent historique. C'est le fameux antécédent de 83 du tournant de la rigueur. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le moment de 83, c'est aussi l'entrée en franc-maçonnerie de Jean-Luc Mélenchon. Lui a toujours dit que son entrée en franc-maçonnerie en 83 avait été consubstantielle à cette perte, comment dire, spirituelle, parce qu'à l'époque, ils se rendent compte qu'ils ne feront pas la grande révolution, que le grand soir n'arrive pas avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Mais par contre, ce qu'il a emmagasiné comme expérience, et qu'il le dit très bien, il le dit, en 83, on s'est confronté au mur de l'argent, au mur des ingérences extérieures, des ingérences intérieures, au mur des médias, au mur des éditorialistes déjà à l'époque, et que si on n'arrive pas avec des armes, avec des épaules solides pour affronter, comment dire, tous ces bouleversements et toutes ces forces contraires, eh ben, ces rapports de force, eh ben, on est obligé de se coucher. C'est d'ailleurs, par exemple, les revendications qu'il avait fait au moment de la Grèce aussi avec Tsipras, où il a vu comment Tsipras s'était couché justement devant la contrainte des Allemands, qu'on mentionnait juste avant, mais aussi de l'Union européenne. Donc là, à mon avis, ça c'est aussi quelque chose qui pourra faire prévaloir contre le Rassemblement national en disant mais vous verrez, le Rassemblement national, ce sera un gouvernement de continuité des autres gouvernements justement, et qu'au final, c'est absolument pas un candidat anti-système. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il peut récupérer une partie de cette aura anti-système que perd, selon lui, ou en tout cas selon une partie des intellectuels de gauche, le Rassemblement national actuellement. Donc c'est intéressant de voir vers quel positionnement stratégique il va adopter, mais il sait très bien se présenter la veille comme un candidat anti-système et le lendemain comme le rempart antifasciste qu'il est. Donc il pourra, une fois de plus, se prendre le visage qui lui sied le mieux au moment convenu. On retrouve toujours la quête irrésistible du pouvoir de Jean-Luc Mélenchon. Et le stratège. Et le stratège, tout à fait, pour parvenir au pouvoir, justement. Jean-Luc Mélenchon ne préfère jamais les coups tactiques à la grande stratégie, c'est ce que tu dis dans ton livre. Donc rendez-vous en 2027 pour voir si la stratégie de Jean-Luc Mélenchon finit par porter ses fruits et qu'il accède au trône suprême, ou en tout cas s'il en est proche. Rodolphe, merci beaucoup. Merci à vous. Je remercie également tous nos téléspectateurs pour leur fidélité à l'émission Franc-Parler. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à aller voir tous les épisodes que vous avez manqués et surtout restez branchés sur la chaîne car il y en aura d'autres. N'oubliez pas de commenter, de partager cette vidéo, de l'aimer et ainsi que de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes de plus en plus nombreux et nous vous en remercions. À très bientôt.